Dans la petite ville de Montclair, nichée entre des collines verdoyantes et des rues pavées usées par le temps, le tribunal du district exhale une odeur de bois verni et de papier jauni. Les murs, d'un gris pâle, semblent absorber les murmures des affaires jugées à la hâte. Ce matin-là, l'air est lourd, chargé d'une tension invisible. Les bancs de bois craquent sous le poids des spectateurs, des habitants venus par habitude ou par curiosité. Au centre de la salle, un adolescent, Antoine Dubois, se tient debout, menottes au poignet. Ses yeux sombres fixent le sol, mais ses lèvres serrées trahissent une colère contenue. À 17 ans, il est accusé de vol, un bracelet de montre assez cher pour transformer l'incident en délit grave. Pas d'empreinte, pas de vidéo claire, juste le témoignage d'un employé de magasin et un rapport rédigé en 3 paragraphes mécaniques. À Montclair, on plaisante souvent. Si vous entrez ici menotté, il y a 8 chances sur 10 que vous sortiez condamné, peu importe la durée du procès ou la force des arguments. Derrière Antoine, l'officier Pierre Lefebvre domine la salle. Grand, les épaules carrées, il porte un uniforme impeccable, son insigne d'argent terni par des années de service. Ses yeux, froids comme l'acier, balaient la foule sans s'attarder. Il n'a pas besoin de parler. Sa simple présence impose le silence. Un jeune avocat, osant consulter son téléphone, reçoit un regard glacial. Un spectateur, mal assis, est prié de se redresser d'un geste sec de la main. Lefebvre, vétéran sous 3 commissaires différents, n'a jamais été réprimandé. À Montclair, il est plus qu'un officier. Il est la loi incarnée, celle qui fait baisser les regards avant même qu'une voix ne s'élève. Ce matin, ses yeux se posent sur Antoine avec un mépris brut. Pour lui, ce garçon à la peau sombre, aux cheveux courts, n'est pas un accusé. Il est une tâche, un problème récurrent, une ombre qu'il faut effacer rapidement pour que la ville reste propre. Dans son monde, la couleur de peau est une faute, une menace sociale qui ne demande aucune explication. Plus vite le procès se termine, plus vite l'ordre revient. Le procureur, un homme corpulent nommé Étienne Blanchard, parle d'une voix monocorde, comme s'il récitait une liste de courses. Il ne regarde pas Antoine. Il lit ses notes, égrenant des faits déformés. L'individu a été signalé pour comportement suspect, correspondant à la description initiale du témoin. Pas un mot sur l'absence de preuves solides. Pas un mot sur le fait qu'Antoine, lycéen sans casier, a été arrêté alors qu'il rendait un objet volé à son propriétaire. Blanchard appelle Antoine l'individu, jamais l'adolescent ou l'étudiant. À ses côtés, l'avocate de la défense, Sophie Garnier, semble perdue. Jeune, les cheveux en désordre, elle tripote nerveusement ses lunettes. Sa voix tremble lorsqu'elle demande au tribunal de considérer la coopération de l'accusé. Elle ne conteste pas le témoignage du magasinier. Elle n'évoque pas l'absence de vidéo. Elle conclut d'une phrase molle. Nous espérons que le tribunal verra ceci comme une erreur de jeunesse, non comme un danger. Ce n'est pas une défense, c'est une capitulation. Dans la salle, personne ne réagit. Les spectateurs habitués à ce théâtre bien rodé gardent les yeux baissés. Une femme âgée, Marie-Louise, soupire doucement, son châle glissant sur ses épaules. Un couple bien habillé évite le regard d'Antoine. Tous savent que la justice, ici, est une machine qui broie sans écouter. Soudain, la porte arrière du tribunal s'ouvre. Pas un fracas, juste un grincement discret, mais assez pour faire tourner les têtes. Une femme entre, Claire Dubois. Sa silhouette, élancée, se dessine sous un manteau noir. Ses cheveux, tressés avec soin, captent la lumière blafarde des néons. Elle tient un dossier épais, serré contre sa poitrine, et un vieux carnet de cuir usé, à peine visible dans sa main gauche. Elle ne s'excuse pas. Elle ne demande pas la permission. Elle avance, ses talons claquant légèrement sur le parquet, jusqu'au premier rang, près des avocats. Là, elle s'arrête, droite, immobile. Ses yeux sombres se posent sur Antoine, puis sur Lefebvre. Une étrange lueur traverse son regard, comme si elle voyait à travers eux, au-delà des murs, dans un passé qu'elle seule connaît.
dans une salle où chacun a appris à marcher sur la pointe des pieds, à parler bas, à obéir sans poser de questions. Sa présence est une fracture, une rupture silencieuse dans un monde de murmures étouffés. Personne ne la reconnaît d'abord. Pas de badge, pas d'avocate à ses côtés, pas d'indication qu'elle est attendue. Pourtant, elle ne semble pas égarée. Le greffier lève les yeux, fronce les sourcils, puis retourne à ses papiers. Un jeune officier détourne le regard, mal à l'aise. Même le juge, Henri Martin, un vieil homme aux lunettes épaisses, semble hésiter. Qui est-elle? Pourquoi est-elle là? Mais personne n'ose l'interrompre. Quelque chose dans sa posture, dans son calme absolu, impose une prudence instinctive. Elle n'est pas agressive, elle n'élève pas la voix. Pourtant, sa façon de tenir tête, sans un mot, dit tout: je n'ai pas peur. Et à Montclair, ne pas avoir peur est une anomalie. Ne pas avoir peur, c'est refuser de plier, c'est défier les règles invisibles qui maintiennent l'ordre. Lefebvre le sent. Lui, qui scanne la salle comme un faucon, tourne la tête. Son regard croise celui de Claire. Pas de reconnaissance, juste une confusion. Une étrangère, sans badge, sans raison officielle d'être ici. Il s'approche, lentement, ses bottes résonnant sur le sol. Il ne grogne pas, ne crie pas. Il avance comme un homme habitué à faire reculer les autres par sa seule présence. « Qui êtes-vous » Sa voix est basse, mais tranchante. Quelques têtes se relèvent. Personne ne parle pour elle. Claire pose son dossier sur le banc, calmement, et sort une feuille d'une enveloppe. Elle ne la brandit pas. Elle ne la montre pas à Lefebvre. Elle la tient contre sa poitrine et fixe le juge. Lefebvre fronce les sourcils. Il n'aime pas ce silence délibéré. Il n'aime pas qu'on ignore son autorité. Il se place devant elle, bloquant sa vue, adoptant la posture qu'il réserve aux manifestants ou aux suspects récalcitrants. « Je vous ai posé une question. » Sa voix durcit, un filet de colère perce. Claire ne répond pas. Elle fait un demi-pas sur le côté, évitant tout contact, mais sans reculer. Ses yeux restent rivés sur le banc du juge. Ce geste, si simple, fait taire la salle. Pas parce qu'elle désobéit, mais parce qu'elle refuse de reconnaître l'homme qui donne des ordres devant elle. Lefebvre sent la chaleur monter à son cou. Il perd le contrôle. « Sortez d'ici » siffle-t-il, les yeux rougis. « Vous n'avez rien à faire ici. C'est un tribunal. Pas de convocation, pas de raison. Vous perturbez la procédure. » Quelques spectateurs tressaillent. Une chaise grince au fond. Un jeune garde attrape sa radio, prêt à intervenir, mais Lefebvre le repousse d'un geste, comme pour dire « Je m'en charge ». Il s'approche encore, sa voix plus dure. « Vous croyez pouvoir entrer ici comme si vous dirigiez tout ?» Claire lève enfin les yeux. La lumière d'une fenêtre latérale éclaire son visage, révélant des cernes légères, mais son regard reste clair, inflexible. Pour la première fois, leurs yeux se croisent vraiment. Lefebvre est assez près pour entendre sa respiration, calme, régulière. Pas de peur, pas de défi, juste une clarté absolue. Une clarté qui dit « Je sais où je suis, je sais ce que je fais, et je n'ai pas besoin de votre permission. » Ce silence, Lefebvre ne le supporte pas. Pour lui, le silence est une résistance, et la résistance doit être brisée. Il tend la main vers son épaule, peut-être pour la pousser, peut-être pour la saisir, peut-être juste pour prouver qu'il peut encore toucher le pouvoir sans conséquence. Mais avant que ses doigts n'atteignent le tissu de son manteau, un bruit retentit. Une chaise tombe au sol. Quelqu'un, au fond, sursaute. Julien Moreau, un jeune journaliste assis discrètement parmi les spectateurs, glisse son téléphone dans sa poche. Il filme en secret, le cœur battant, conscient qu'il capture quelque chose d'irréversible. Lefebvre ne le voit pas. Il ne voit plus rien, sauf cette femme qui refuse de plier. Sa colère explose. « Vous venez défendre ce voleur minable » hurle-t-il, sa voix déchirant la salle. « Vous, les gens comme vous êtes la vermine de la société. » Le tribunal se fige, les regards convergent, personne n'ose respirer. Marie-Louise, la vieille femme au châle, porte une main à sa bouche. Sophie, l'avocate, baisse les yeux,
tremblante. Le juge Martin, figé, cherche ses lunettes. Lefebvre, rouge de rage, ne raisonne plus. Il n'est plus un officier. Il est une bête acculée. Et Claire, elle, ne cille pas. Elle parle enfin, d'une voix claire, sans tremblement. Vous insultez quelqu'un qui n'a pas été jugé. Elle ne regarde pas Lefebvre. Elle s'adresse au juge. Si ceci est encore un tribunal, j'ai le droit d'exiger que ce comportement cesse. Un silence pesant s'installe. Elle tourne légèrement la tête vers Lefebvre. Mon frère, Antoine Dubois, n'a pas 18 ans. Il n'a pas de casier. Il n'a jamais été entendu. Vous n'avez aucun droit de l'appeler voleur, comme vous n'avez aucun droit d'insulter qui que ce soit ici. Ces mots résonnent comme un coup de marteau. Chaque syllabe ébranle l'ordre invisible que Lefebvre a construit pendant des années. Il recule d'un demi-pas, déstabilisé. Il ne sait pas répondre. Cette femme, qui ne crie pas, ne pleure pas, ne supplie pas, ne rentre pas dans son scénario. Elle parle le langage de la loi, celui qu'il a toujours utilisé pour masquer ses abus. La salle vibre d'une tension nouvelle. Un jeune officier jette un regard furtif au juge, attendant un ordre. Le greffier fait tomber un stylo. Quelqu'un murmure. Que se passe-t-il? Mais personne ne répond. Lefebvre, sentant son pouvoir s'effriter, choisit la seule réponse qu'il connaît, la force. Ses poings se serrent, ses veines saillent, il avance, prêt à frapper. Claire, immobile, presse légèrement son carnet de cuir sous son pied, comme pour s'ancrer. Elle sait ce qui vient, elle ne recule pas. Et alors, dans un éclair de rage, Lefebvre lève le genou et frappe. Un coup brutal, visant la poitrine de Claire. Le choc résonne, sourd, dans la salle. Quelques spectateurs sursautent. Une chaise bascule. Un cri étouffé s'élève. Claire vacille, tombe sur le banc avant. Son dossier s'ouvre. Les pages s'éparpillent comme des feuilles mortes. Elle grogne, une main au sol, mais ne crie pas. Lefebvre, figé, une jambe en arrière, la fixe comme un prédateur observant sa proie. Pas de remords, pas d'hésitation, juste une satisfaction froide. Il pense qu'elle va trembler, ramasser ses papiers en panique, supplier. Il attend le silence habituel, celui qu'il a cultivé pendant des années. Mais cette fois, les regards ne se détournent pas. Julien, au fond, continue de filmer, ses mains tremblantes. Marie-Louise, les larmes aux yeux, secoue la tête. Sophie, pétrifiée, murmure. Mon Dieu! Le juge, enfin, frappe son marteau, un son faible, presque ridicule dans ce chaos. Ordre! Crie-t-il, mais sa voix tremble. Claire, elle, ne pleure pas. Elle ramasse ses pages, une à une, méthodique. Chaque geste dit « Je suis encore là. Vous avez fait une erreur. » Lefebvre respire fort, mais quelque chose change dans ses yeux. Il voit une fissure qu'il ne peut réparer. Et au fond de la salle, Julien sait qu'il tient une bombe, une preuve qui pourrait tout changer. Claire se relève, une main sur le banc, l'autre pressant son flanc. La douleur est vive, mais elle ne la laisse pas prendre le dessus. Elle se tient droite, au centre de la salle, sous les regards médusés. Pas de colère, pas de larmes, juste une dignité intacte. Elle fixe Lefebvre, qui respire encore lourdement, un mélange de confusion et de défi sur le visage. Puis elle parle, sa voix basse mais précise. Si, dans un tribunal, avec un juge et un procureur, vous pouvez agir ainsi, alors je me demande, dans les rues, sans caméra, sans témoin, qu'avez-vous fait à ceux qui ne pouvaient se défendre? La question flotte, lourde, comme un miroir brandi devant la salle. Personne ne répond. Quelques regards se baissent, d'autres se détournent, mais tous savent qu'elle a raison. Claire se penche, ramasse son carnet de cuir. Une page s'en échappe, révélant une écriture fine, celle de sa mère, ancienne employée du commissariat, morte 10 ans plus tôt. Des notes sur Lefebvre, sur des plaintes ignorées, sur un système qui protège les puissants. Elle le referme, le serre contre elle, et s'adresse au juge. « Je m'appelle Claire Dubois, nouvelle chef de police de Montclair. Mon mandat a pris effet ce matin. Les documents officiels sont au bureau du maire, mais ceci est une copie certifiée. » Elle lève la feuille qu'elle tenait. La salle se tait. Un stylo tombe,
Son claquement résonne comme une détonation. Lefebvre blêmit. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Il regarde autour de lui, cherchant un allié, un regard complice. Mais il n'y a rien, juste des yeux qui se détournent. Claire poursuit, sa voix toujours calme. « Et oui, j'ai l'autorité de suspendre tout officier abusant de son pouvoir en public. » Le silence est total. Personne ne bouge. L'air, déjà tendu, semble prêt à se briser. Marie-Louise, au fond, murmure « C'est elle ». Julien, le journaliste, sent son cœur cogner. Il sait que ce moment est historique. Lefebvre, lui, reste figé. Pas de défi, pas de moquerie. Juste un homme qui comprend, trop tard, que son empire s'effondre. Claire ne savoure pas. Elle ne brandit pas sa victoire. Elle se contente de se tenir là, droite, son carnet dans une main, son dossier dans l'autre. Et dans ce tribunal où la justice était autrefois un théâtre, une vérité vient de naître. Une vérité qui ne plie pas, qui ne se tait pas, et qui désormais porte un nom, Claire Dubois. À Montclair, les jours qui suivent l'incident au tribunal s'écoulent comme une rivière trouble, pleine de remous invisibles. Claire Dubois, nouvelle chef de police, traverse les couloirs du commissariat central, un bâtiment de pierre grise dont les fenêtres étroites laissent à peine filtrer la lumière. Les murs, tapissés d'affiches sur la sécurité publique, semblent observer chaque pas qu'elle fait. Les officiers, alignés dans leurs bureaux, détournent les yeux lorsqu'elle passe. Certains murmurent, d'autres feignent d'être absorbés par leurs écrans. L'air est épais, chargé d'une méfiance qu'on ne dit pas à voix haute. Claire porte son uniforme avec une rigueur impeccable, mais elle sent le poids des regards. Ils ne la jugent pas seulement comme chef, ils la jugent comme une femme noire, comme celle qui a osé défier Pierre Lefebvre, l'homme que tous craignaient. Dans sa main, elle serre le vieux carnet de cuir de sa mère, un talisman contre l'hostilité ambiante. À l'intérieur, des notes griffonnées, des noms, des dates, des plaintes ignorées. Ce carnet, c'est son arme secrète, un fil conducteur vers la vérité qu'elle a juré de ramener à la lumière. Dans son bureau, une pièce exiguë aux murs nus, Claire étale des dossiers jaunis, exhumés des archives du sous-sol. Chaque page raconte une histoire étouffée, des plaintes contre Lefebvre, des arrestations sans preuve, des témoignages écartés d'un trait de plume. Elle lit, ligne par ligne, son stylo soulignant des mots comme « incident résolu » ou « absence de preuves objectives ». Ces mots, elle les connaît. Ce sont les barreaux d'une cage invisible, celle qui enferme les victimes de Montclair depuis des décennies. Elle ne dort presque plus. La nuit, elle relit le carnet de sa mère, Lucie, ancienne employée administrative du commissariat, morte d'un cancer il y a 10 ans. Lucie notait tout, les abus qu'elle voyait, les officiers qui détournaient les yeux, les plaintes qui disparaissaient. Une phrase revient, écrite à l'encre noire. Lefebvre n'est pas seul, il est protégé. Claire referme le carnet, le cœur serré. Elle sait qu'elle ne lutte pas contre un homme, mais contre un système. Et ce système, tapi dans l'ombre, commence à montrer ses griffes. Dehors, Montclair bruisse d'une agitation nouvelle. La vidéo de Julien Moreau, le jeune journaliste, circule sur les réseaux sociaux. Floue, tremblante, elle montre Lefebvre frappant Claire au tribunal. La voix de l'officier, sifflante de rage, résonne. « Vous, les gens comme vous, vous êtes la vermine !» Les habitants, d'abord incrédules, partagent la vidéo. Les commentaires fusent, certains outrés, d'autres sceptiques. « C'est un montage », écrit un anonyme. « Lefebvre est un héros », affirme un autre. Mais la colère monte, surtout dans les quartiers Est et Sud, où les habitants, majoritairement issus de l'immigration, savent ce que signifie un badge porté par un homme comme Lefebvre. Julien, assis dans un café de la place centrale, relit ses notes. Il n'avait pas prévu que son enregistrement deviendrait une étincelle. Il voulait juste écrire un article local. Maintenant, il se sent responsable. Il griffonne un nom sur son carnet, Jacques Renaud, un ancien haut fonctionnaire du commissariat, retraité mais toujours influent. Julien a entendu des rumeurs.
Renaud était le mentor de Lefebvre, celui qui l'a promu, celui qui fermait les yeux sur ses excès. Il décide de creuser, ignorant le danger. Au commissariat, Claire reçoit un premier avertissement. Une enveloppe sans adresse glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle prise de nuit devant la fenêtre de son appartement. Pas de mots, pas de menaces explicites, juste l'image, nette, intrusive. Elle la pose sur son bureau, sans trembler. Elle sait ce que cela signifie. Quelqu'un veut qu'elle ait peur. Quelqu'un qui connaît ses habitudes, ses trajets, sa vie. Elle ne dit rien à ses collègues. À qui faire confiance? Les officiers, pour la plupart, restent loyaux à Lefebvre, suspendus, mais pas encore jugés. Ils parlent de lui comme d'une légende, un homme qui nettoyait les rues. Claire, elle, voit autre chose. Un homme protégé par un réseau, par des signatures, par des silences complices. Elle convoque Émilie, une employée des archives, une femme timide aux lunettes épaisses. Émilie hésite, triturant ses mains. Madame Dubois, les dossiers, certains ont disparu. Pas tous, mais ceux liés à Lefebvre. Ils sont incomplets. Claire la fixe, calme. Trouvez-les, Émilie. Peu importe où ils sont. Émilie hoche la tête, le regard fuyant. Elle sait que dire oui, c'est choisir un camp. Claire décide de s'adresser directement aux habitants. Elle organise une réunion publique sur la place de Montclair sous les platanes centenaires. Les chaises en plastique s'alignent, bancales, sur les pavés. Une estrade improvisée, un micro qui grésille. Les habitants arrivent, méfiants. Certains viennent par curiosité, d'autres par colère. Marie-Louise, la vieille femme du tribunal, est là, son châle toujours sur les épaules. Elle s'assied au premier rang, les mains croisées. Claire monte sur l'estrade, son carnet dans la poche. « Je ne suis pas ici pour faire des promesses, » commence-t-elle. « Je suis ici pour écouter. Si vous avez été victime d'un abus, parlez. Vos histoires ne seront plus enterrées. » La foule murmure. Une femme, la quarantaine, se lève. Elle s'appelle Aïcha, mère célibataire. Sa voix tremble. Mon fils a été arrêté il y a 3 ans. Il rentrait de l'école. Lefebvre l'a plaqué au sol, sans raison. J'ai porté plainte. On m'a dit que c'était ma parole contre la sienne. D'autres voix s'élèvent. Un homme, ancien employé de mairie, raconte une interpellation brutale. Une adolescente parle d'un regard menaçant, d'une insulte raciale. Claire écoute, note chaque nom. Elle ne promet pas de miracle. Elle promet la vérité. La réunion marque un tournant. Les habitants, longtemps résignés, commencent à parler. Mais le système riposte. Le lendemain, Claire trouve une nouvelle enveloppe. Cette fois, un message. « Laissez les vieux dossiers dormir, ou vous ne dormirez plus. » Elle le range avec la photo, sans un mot. Au commissariat, les tensions s'aiguisent. Un officier, proche de Lefebvre, la confronte dans le couloir. « Vous détruisez notre travail. Lefebvre faisait ce qu'il fallait pour garder la ville sûre. » Claire le fixe, impassible. Sûr pour qui? L'homme s'éloigne, furieux. Elle sait qu'elle marche sur un fil. Chaque dossier qu'elle ouvre est une bombe à retardement. Et Jacques Renaud, l'ombre derrière Lefebvre, commence à bouger. Émilie, tremblante, lui apporte une découverte. Un rapport interne, datant de 15 ans, signé par Renaud. Il y justifie une arrestation musclée de Lefebvre, classée sans suite malgré des blessures graves sur le suspect. Claire lit, le cœur battant. Renaud n'était pas seulement un mentor. Il était l'architecte d'un système où les abus étaient effacés, où les plaintes s'évaporaient. Julien, de son côté, suit la piste de Renaud. Il rencontre un ancien collègue de l'ex-fonctionnaire, un homme retraité, amer, qui accepte de parler dans un bar discret. Renaud n'a jamais touché un suspect, dit-il, un verre de vin à la main. Mais il savait qui promouvoir, qui protéger. Lefebvre était son pion. Il livrait des résultats, des chiffres, et les chiffres, à Montclair, c'est tout ce qui compte. Julien note, fiévreux. Il publie un premier article, prudent mais incisif, sur un site local. Le titre « Montclair, un système au-dessus de la loi »,
L'article fait du bruit. Les réseaux s'enflamment. Mais Julien reçoit un appel anonyme, tard le soir. Une voix rauque. Arrêtez de fouiller, gamin, ou vous finirez comme les autres. Il raccroche, le souffle court. Il pense à Claire, à son regard d'acier au tribunal. Il décide de continuer. Un nouvel allié émerge, inattendu. Thomas, un lycéen de 16 ans, camarade d'Antoine. Il se présente au commissariat, les mains enfoncées dans les poches de son sweat. « J'ai vu ce qui s'est passé », murmure-t-il. Le vol de la montre, ce n'était pas Antoine. Il poursuivait le vrai voleur. Claire l'écoute, attentive. Thomas raconte. Un homme, petit, avec un tatouage de serpent au poignet, a arraché la montre à un vieil homme près de l'arrêt de bus. Antoine, sur son vélo, l'a poursuivi, a récupéré l'objet, l'a rendu. Mais quand la police est arrivée, ils n'ont vu qu'un garçon noir, en sueur, près d'une montre volée. Les menottes ont cliqué. Thomas n'a rien dit, par peur. « Je pensais que les adultes régleraient ça », avoue-t-il, la tête basse. Claire pose une main sur son épaule. « Tu viens de donner une chance à Antoine. » Elle ordonne une recherche de vidéosurveillance, mais le temps presse. Les enregistrements ne sont conservés que 7 jours. Elle contacte le propriétaire d'une épicerie voisine, un Chinois discret qui garde ses caméras allumées. Avec un peu de chance, une preuve existe encore. Au tribunal, l'affaire d'Antoine est suspendue. Officiellement, pour garantir l'impartialité. Mais tout le monde sait, c'est à cause du coup de Lefebvre. Claire, elle, ne s'arrête pas. Elle passe ses nuits à croiser les plaintes avec les rapports internes. Elle découvre un schéma. Chaque fois que Lefebvre était félicité pour ses résultats, une plainte était classée sans suite. Elle trouve une note, écrite par Renaud. L'officier Lefebvre est un atout pour la sécurité publique. Ses méthodes, bien que fermes, sont nécessaires. Ses mots, froids, calculés, la glaçante. Elle comprend que Renaud n'a pas seulement protégé Lefebvre. Il a construit un système où les abus étaient une monnaie d'échange, où les victimes devenaient des chiffres à effacer. Un soir, en rentrant chez elle, Claire sent une présence. La rue, bordée de boutiques fermées, est trop calme. Les lampadaires projettent des ombres longues. Un moteur gronde, loin d'abord, puis plus près. Une moto passe, ralentit, s'arrête à l'angle. 3 silhouettes émergent d'une ruelle. Capuche baissée, gants épais. Ils ne parlent pas. Ils avancent, rapides. Claire ne court pas, elle recule, les yeux vifs. Une poubelle, un grillage, une ruelle étroite. Elle connaît ces rues comme sa poche. Elle renverse la poubelle d'un coup de pied. Le fracas résonne. Profitant de la surprise, elle glisse par une brèche dans le grillage. Son manteau s'accroche, mais elle s'échappe. 2 minutes plus tard, elle est hors de vue. Le souffle court, son téléphone à la main. Elle ne compose pas le numéro du commissariat, pas encore. Elle appelle Julien. « J'ai besoin de vous. Trouvez qui est derrière Renaud. » Sa voix ne tremble pas, mais elle sait, la guerre est déclarée. Le lendemain, Émilie apporte un nouveau dossier, les mains tremblantes. « Je l'ai trouvé dans une boîte oubliée, » chuchote-t-elle. C'est une plainte, vieille de 8 ans, contre Lefebvre. Une femme, battue lors d'une interpellation, avait porté plainte. Renaud l'avait classée, arguant manque de témoins crédibles. Claire lit, les mâchoires serrées. Elle sait que chaque dossier est une vie brisée, un cri ignoré. Elle regarde Émilie. « Merci, vous avez fait ce qui est juste. » Émilie, pour la première fois, soutient son regard. Un lien fragile naît, une alliance dans l'ombre. À Montclair, les murmures deviennent des voix. Les habitants, galvanisés par la réunion publique, partagent leurs histoires. Aïcha, la mère Courage, crée un groupe de soutien. Marie-Louise, la vieille femme du tribunal, distribue des tracts, sa canne tapant le sol avec détermination. Julien, lui, publie un second article, plus audacieux. Il nomme Renaud, cite des sources anonymes. La ville s'agite. Mais Claire sait que la victoire est loin. Chaque pas en avant réveille une bête endormie. Renaud, tapi dans son manoir à la périphérie, passe des appels. Des ordres discrets, des faveurs réclamées. Il ne touchera pas Claire lui-même. Il n'en a pas besoin. Il a des pions, des ombres,
des silences à vendre. Et Claire, seule dans son bureau, le carnet de sa mère ouvert devant elle, comprend que la bataille ne fait que commencer. Elle trace un nom sur une feuille, Jacques Renaud, puis un autre, Pierre Lefebvre, et, d'une main ferme, elle écrit « Plus de silence ». La guerre, silencieuse mais féroce, bat son plein. Et Claire Dubois, au cœur de la tempête, n'a pas l'intention de plier. À Montclair, l'aube se lève sur une ville qui ne dort plus. Les rues, d'ordinaire paisibles, vibrent d'une énergie nouvelle. Les habitants chuchotent dans les cafés, partagent des articles sur leur téléphone, scrutent les fenêtres du commissariat comme si elles pouvaient révéler des secrets. Claire Dubois, chef de police, traverse la place centrale, son manteau noir battant au vent. Son visage, marqué par des nuits sans sommeil, reste impassible. Dans sa poche, le carnet de cuir de sa mère, Lucie, pèse comme une promesse. À l'intérieur, une page jaunie révèle une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Jacques Renaud, l'ancien haut fonctionnaire, a couvert d'un scandale il y a 20 ans, une affaire de violence policière étouffée par des signatures et des silences. Ce carnet, c'est son arme, mais aujourd'hui, Claire ne se bat pas seule. Montclair, longtemps résigné, commence à se réveiller. Au commissariat, Claire finalise un rapport explosif. Des dizaines de plaintes, exhumées grâce à Émilie, l'employé des archives, dessinent un portrait accablant. Pierre Lefebvre, l'officier déchu, n'était que la pointe d'un système. Jacques Renaud, son protecteur, validait chaque abus, chaque dossier classé sans suite. Claire tape la dernière ligne, ses doigts crispés sur le clavier. « Ce rapport, murmure-t-elle, n'est pas une accusation. C'est un miroir. » Elle le signe, Claire Dubois, chef de police, et l'envoie au procureur général, aux médias locaux, à Julien Moreau, le journaliste qui a allumé l'étincelle. Elle sait que ce geste est irréversible. Renaud ne pardonnera pas. Ses alliés, tapis dans l'ombre, non plus. Mais Claire n'a plus le luxe d'hésiter. Chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent à Montclair, et elle refuse de les laisser retomber dans le silence. Julien, dans son petit appartement encombré de notes, relit le rapport. Ses mains tremblent. Il n'est plus le jeune reporter timide du tribunal. La vidéo de Lefebvre frappant Claire, ses articles sur Renaud l'ont transformé en porte-voix. Il publie le rapport sur un site indépendant, accompagné d'un titre sobre. Montclair, la vérité sous les badges. En quelques heures, le texte se propage. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des hashtags naissent. Justice pour Montclair. Plus du silence. Julien reçoit des messages, certains d'encouragement, d'autres menaçants. Il ignore les seconds. Il pense à Claire, à son regard d'acier, à sa voix calme disant « Trouvez qui est derrière Renaud ». Il contacte un informateur, un ancien collègue de Renaud, qui accepte de parler sous couvert d'anonymat. Renaud n'a jamais aimé se salir les mains, confie l'homme, la voix rauque. Mais il savait qui payer, qui intimider. Lefebvre était son exécuteur. Julien note, le cœur battant. Il sent qu'il approche d'une vérité plus grande, plus sombre. Au tribunal, l'affaire d'Antoine, le frère de Claire, prend une tournure inattendue. Thomas, le lycéen témoin, a fourni un détail crucial, le tatouage de serpent au poignet du vrai voleur. Claire, grâce à l'épicier du quartier, récupère une vidéo floue mais exploitable. On y voit un homme, petit, tatoué, arrachant une montre avant de s'enfuir. Antoine, à vélo, le poursuit, récupère l'objet, le rend. La vidéo projetée en salle d'audience fait taire les murmures. Sophie Garnier, l'avocate maladroite, trouve enfin sa voix. « Mon client a été victime d'un préjugé », déclare-t-elle, le menton levé. Cette vidéo prouve son innocence. A été là-haut? Le juge Henri Martin, les lunettes glissant sur son nez, hoche la tête. Antoine, menottes ôtées, regarde Claire depuis le banc des accusés. Pas de sourire, juste un hochement de tête, un merci silencieux. Claire, au fond de la salle, serre les poings. Ce n'est qu'une victoire. La guerre continue. Dehors, Montclair s'organise. Marie-Louise, la vieille femme du tribunal, devient une figure improbable de la résistance. Son châle sur les épaules,
Elle distribue des tracts sur la place, sa canne tapant le sol. Assez de mensonges, lance-t-elle aux passants. Aïcha, la mère célibataire, réunit des habitants dans une salle communale. Ils rédigent une pétition exigeant une enquête indépendante sur le commissariat. Des pancartes naissent, peintes à la main. La justice pour tous, pas pour quelques-uns. Claire assiste à une réunion, discrète, à l'arrière d'un café. Elle écoute, note, promet d'agir. Vous n'êtes pas seul, dit-elle, sa voix ferme. Les regards, d'abord méfiants, s'adoucissent. Une femme, les larmes aux yeux, murmure. Merci de nous voir. Pense doucement, ici. Claire hoche la tête, le cœur lourd. Elle sait que chaque pas en avant est un risque, mais elle sait aussi que reculer, c'est trahir. Renaud, depuis son manoir à la périphérie, sent le vent tourner. Il passe des appels, la voix calme mais tranchante. Des faveurs sont réclamées, des dettes rappelées. Il contacte un officier loyal, un homme discret nommé Marc Duval. « Faites taire cette femme », ordonne-t-il. Pas de sang, juste du silence. Duval, un homme aux yeux froids, acquiesce. Il sait comment briser une carrière. Des rumeurs, des dossiers falsifiés, une campagne dans l'ombre. Il commence par un article anonyme, publié dans un journal local, accusant Claire de favoritisme racial dans ses enquêtes. L'article, vague mais insidieux, divise. Certains habitants, déjà sceptiques, murmurent « Elle cherche la vengeance, pas la justice ». Claire lit l'article, impassible. Elle sait d'où il vient, elle sait qui tire les ficelles. Émilie, l'employée des archives, devient une alliée cruciale. Pétrifiée au début, elle gagne en courage. Un soir, elle apporte à Claire un document qu'elle n'aurait jamais dû trouver. Une lettre manuscrite de Renaud, datée de 15 ans, adressée à un ancien maire. « Les méthodes de Lefebvre sont efficaces », écrit-il. Elles garantissent l'ordre. Les plaintes doivent être ignorées. Émilie, les joues rouges, murmure. « Je l'ai trouvé dans une boîte scellée. Quelqu'un voulait le cacher. » Claire la fixe, reconnaissante. « Vous venez de changer la donne, Émilie. » Elle scanne la lettre, l'envoie à Julien, au procureur, à un contact au ministère. Elle sait que Renaud ne s'attend pas à ce coup. Il pensait ses traces effacées, il se trompait. Antoine, libéré sous caution, décide de parler. Encouragé par Claire, il enregistre une vidéo, assis dans leur salon. Ses mots sont simples, bruts. « J'ai été arrêté parce que j'étais au mauvais endroit, avec la mauvaise couleur de peau. Je ne suis pas le seul. Combien d'autres n'ont pas eu de vidéo pour les sauver ?» Claire, derrière la caméra, retient ses larmes. Elle poste la vidéo sur les réseaux, anonymement. En une nuit, elle devient virale. Les habitants la partagent, la commentent, la brandissent comme un cri. Des jeunes, des mères, des retraités se reconnaissent dans les mots d'Antoine. À Montclair, des bougies s'allument sur la place, une veillée improvisée. Marie-Louise, tenant une chandelle vacillante, murmure « C'est pour eux, pour tous les Antoine ». La foule grandit, silencieuse mais puissante. Renaud contre-attaque. Duval, son homme de main, orchestre une réunion secrète avec des officiers du commissariat. Il promet des promotions, des postes, à ceux qui restent loyaux. Certains hésitent, d'autres acceptent. Un dossier falsifié accuse Claire d'avoir manipulé la vidéo d'Antoine. Il atterrit chez le procureur, mais il est trop tard. Le rapport de Claire, étayé par la lettre de Renaud, a déjà atteint les autorités supérieures. Une enquête fédérale est ouverte. Renaud, pour la première fois, perd son calme. Il brise un verre, seul dans son bureau. Il sait que ses jours de pouvoir sont comptés. Mais il a un dernier atout, un chantage contre Claire. Un soir, Duval glisse une enveloppe sous sa porte. À l'intérieur, une photo, vieille, de Lucie, la mère de Claire, tenant un dossier dans les archives. Au verso, un message. « Ta mère a essayé de parler. Tu sais ce qui lui est arrivé. » Claire, lisant seule, sent une douleur ancienne remonter. Lucie est morte d'un cancer, mais elle avait été licenciée 1 an avant, brisée par des mois de pression. Claire comprend. Renaud la menace de salir la mémoire de sa mère, de rouvrir des blessures.
Elle froisse la lettre, mais ne pleure pas. Elle appelle Julien. Publiez tout, maintenant. Sa voix ne tremble pas, mais son regard brûle. Julien, galvanisé, écrit un article final, le Il intitule Montclair, l'empire de Renaud s'effondre. Il cite la lettre, le rapport, les témoignages. Il nomme Duval, dévoile les réunions secrètes. L'article, relayé par des médias nationaux, fait l'effet d'une bombe. Renaud est convoqué par le procureur. Lefebvre, déjà en détention provisoire, apprend que son procès inclura de nouvelles accusations. Duval, pris au piège, disparaît, laissant derrière lui et un carnet de ses contacts. La machine de Renaud, si solide, se fissure. Le climax arrive sous la forme d'une manifestation, la plus grande que Montclair ait connue. Des milliers d'habitants, menés par Marie-Louise, Aïcha et des jeunes brandissant des drapeaux blancs, symboles de vérité, convergent envers la place. Claire, en civil, se joint à eux. Pas de discours, pas de slogan, juste une foule, unie, réclamant une justice qui ne plie pas. Antoine, à ses côtés, marche, la tête haute. Julien filme, ces images captant l'histoire en train de s'écrire. Au centre de la place, un drapeau blanc est hissé, flottant sous un ciel d'azur. Marie-Louise, les larmes aux yeux, murmure « On a gagné ». Claire, regardant la foule, sait que ce n'est pas une fin, mais un début. Renaud est arrêté 2 jours après, menottes aux poignets, sous les flashs des caméras. Lefebvre, face à des preuves accablantes, plaide coupable pour éviter un procès public. Le commissariat est réformé. Claire nomme un conseil citoyen pour superviser les plaintes. Émilie, désormais confiante, dirige les archives avec une rigueur nouvelle. Julien reçoit un prix régional pour son travail. Antoine retourne au lycée, entouré d'amis qui l'admirent. Et Claire, seule dans son bureau, ouvre le carnet de Lucie. Une dernière note, écrite à l'encre fanée, dit « La vérité est lente, mais elle gagne toujours ». Elle sourit, pose le carnet sur son bureau et se remet au travail. À Montclair, la justice n'est plus un mot. C'est une flamme, fragile, mais vive, entretenue par ceux qui osent parler. L'histoire de Claire Dubois à Montclair, telle qu'elle se déroule dans cette saga captivante, résonne comme une parabole moderne sur la justice, le courage et la résilience. En tant que Française, je ne peux m'empêcher de voir dans ce récit des valeurs profondément ancrées dans notre culture. La quête de vérité, la défense de l'égalité et la foi en la capacité de chacun à changer le monde, même face à l'adversité. Ce récit, bien que fictif, touche des cordes sensibles, car il reflète des luttes bien réelles dans nos sociétés. Voici mes réflexions sur ce que cette histoire nous enseigne et comment nous pouvons appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne, suivi d'un appel vibrant à l'action pour soutenir cette belle initiative. D'abord, l'histoire de Claire m'a frappé par sa détermination à ne jamais plier, même lorsque tout semblait contre elle. Au tribunal, face à l'agression de Pierre Lefebvre, elle reste digne, refusant de céder à la peur ou à la colère. Cette force intérieure, que les Français admirent souvent dans des figures comme Jeanne d'Arc ou Simone Veil, nous rappelle une vérité essentielle. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Dans nos vies, nous faisons tous face à des moments où le silence serait plus facile, une injustice au travail, une parole blessante ignorée, une cause qui semble perdue d'avance. Claire nous enseigne qu'agir, même à petite échelle, peut changer la donne. Dire non à une remarque discriminatoire lors d'un dîner, soutenir un collègue marginalisé, ou écrire une lettre à une autorité locale. Ces gestes, modestes mais fermes, sont des échos de son combat. Ensuite, l'histoire met en lumière l'importance de la solidarité. Claire n'aurait pas triomphé seule. Émilie, Julien, Marie-Louise, Aïcha, Thomas, chacun à sa manière, a contribué à faire tomber le système oppressif de Renaud et Lefebvre. En France, nous valorisons la communauté, que ce soit dans les associations de quartier, les manifestations pacifiques ou les repas partagés entre voisins. Cette histoire nous invite à tisser des liens, à écouter les autres, à reconnaître que chaque voix compte. Appliquons cela dans nos vies.
Prenons le temps d'écouter un ami en difficulté. Participons à une initiative locale ou simplement offrons un sourire à un inconnu. La solidarité, c'est une toile que nous tricotons ensemble, fil par fil, pour rendre notre monde plus juste. Un autre enseignement précieux est la persévérance face à l'adversité. Claire reçoit des menaces, des lettres anonymes, des attaques personnelles, mais elle continue, portée par la mémoire de sa mère et sa foi en la justice. Cette ténacité résonne avec l'esprit français, celui qui a reconstruit le pays après les guerres, celui qui se bat pour les droits sociaux ou environnementaux. Dans nos vies, les obstacles sont inévitables. Un échec professionnel, une maladie, une perte. L'histoire de Claire nous rappelle que chaque pas, même douloureux, nous rapproche de nos objectifs. Si vous travaillez sur un projet, persévérez, même quand le doute s'installe. Si vous luttez pour une cause, continuez, même si les résultats tardent. La victoire, comme à Montclair, vient souvent après une longue marche. Enfin, ce récit souligne l'importance de la vérité. Le carnet de Lucie, les dossiers exhumés, la vidéo de Julien. Chaque fragment de vérité, aussi petit soit-il, devient une arme contre l'injustice. En France, nous chérissons la liberté d'expression, le journalisme d'investigation, les débats d'idées. Cette histoire nous pousse à chercher la vérité dans nos propres vies, à questionner les récits qu'on nous impose, à refuser les silences complices. Soyons curieux, informons-nous, posons des questions difficiles. Si une situation nous semble floue, creusons. Si une injustice nous révolte, parlons-en. La vérité, comme le disait Voltaire, est une lumière qui éclaire même les coins les plus sombres. Ces leçons, courage, solidarité, persévérance, vérité, ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent dans nos choix quotidiens, dans la manière dont nous interagissons avec les autres, dans notre engagement pour un monde meilleur. Claire Dubois, par son combat, nous rappelle que chacun de nous peut être un artisan du changement, à l'image des héros discrets qui, dans nos villes et villages, luttent pour la justice et la dignité. Si cette histoire vous a touché, si les valeurs qu'elle porte résonnent en vous, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues. Chaque partage est une voix de plus pour la justice. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de ces histoires inspirantes et laissez un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce que cette histoire vous a appris? Quelles leçons emportez-vous? Ensemble, faisons grandir cette communauté de cœurs engagés. Merci et à très bientôt pour d'autres récits qui changent le monde.